toute personne qui est en questionnement par rapport à sa façon de manger peut venir, qu'elle ait un problème déclaré, officiel on va dire, ou pas. Bonjour Christophe. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, on est ensemble pour découvrir un petit peu votre métier. J'aimerais que vous nous expliquiez à quoi consiste votre métier et par quelle formation vous êtes passé pour devenir diététicien nutritionniste. Alors la formation initiale, c'est un brevet de technicien supérieur en diététique qui donne donc le diplôme de diététicien nutritionniste. L'inconvénient de cette formation que j'ai vite rencontré, c'est d'être relativement incomplète sur l'aspect pédagogique et psychologique de la prise en charge. Donc j'ai complété cette formation ensuite par une formation de psychothérapeute et une formation en éducation thérapeutique du patient pour me permettre une prise en charge beaucoup plus ouverte et beaucoup plus globale des patients qui viennent me voir. Est-ce que votre parcours professionnel a été dur au niveau des études ? Alors les études ne sont pas forcément faciles, mais bon, on peut y arriver, bien entendu. En travaillant, on arrive à beaucoup de choses, ou on arrive à tout. La difficulté ensuite, ça a été vraiment de pouvoir proposer une prise en charge adaptée à la réalité des besoins des patients, ce qui explique donc les 2 formations supplémentaires que j'ai faites. Et ce qui explique au jour d'aujourd'hui que j'ai donc une approche peut-être un peu atypique par rapport à une prise en charge habituelle au niveau diététique et nutrition. Que dit un client quand vous lui proposez quelque chose mais que vous n'appelez pas ça un régime ? Comment la personne réagit ? Quand vous lui dites « nous n'allons pas faire un régime, nous allons peut-être rééquilibrer ou le dire autrement ». Alors, les patients sont à la fois surpris et me disent assez vite que finalement, de toute façon, ils ne voulaient pas faire de régime, ils en ont marre. Ils ont essayé plein de régimes, ils perdent 3 kg, 5 kg, 10 kg, et ils en reprennent 5, 7 ou 15. Donc, les patients sont surpris de ne pas faire de régime quand ils viennent me voir, mais au fond d'eux, ils espéraient bien que je ne leur en propose pas. Il y a beaucoup de diktats au niveau alimentaire, où on essaye d'enfermer les gens dans des régimes alimentaires, où on peut les faire culpabiliser de ne pas faire comme il faut, où on leur présente des méthodes miracles qui ne sont jamais que des phénomènes de mode et qui apparaissent tous les ans, tous les 2 ans. La première étape de mon métier de la prise en charge va consister à les sortir de ces prisons-là pour leur permettre de faire des découvertes, de découvrir qu'ils sont capables eux-mêmes déjà d'avoir des sensations qui leur permettent d'être guidés, tout simplement sur les quantités. Donc je vais déjà les aider à travers un certain nombre de méthodes et de façons de travailler à remplacer la petite balance où il faut peser ces aliments par des sensations de faim, de satiété, qui est la meilleure balance pour savoir ce dont on a réellement besoin. Et les aider à se faire confiance. C'est difficile de garder la confiance en soi quand on vous dit sans arrêt ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais les aider à découvrir un petit peu quels mangeurs ils sont, quelles sont la réalité de leurs envies, de leurs besoins par rapport justement à ces envies, mettre en lien un petit peu tout ça, et se faire confiance pour appliquer ce qu'ils savent au plus profond d'eux-mêmes et qui généralement suffit pour les aider à atteindre leur objectif de mieux manger. Mais il ne faut pas oublier que derrière le patient malade, il y a un être humain. Où avez-vous trouvé donc ces nouvelles méthodes, ces méthodes qui ne sont pas dites habituelles ? Alors ces nouvelles méthodes, parce que ce n'est pas vraiment des méthodes, c'est un état d'esprit, on va dire, de prise en charge de la problématique du patient, prise en charge nutritionnelle. Il n'y a pas vraiment de méthode en fait, mais bon, c'est au carrefour de plusieurs choses. Alors effectivement, de mes formations, puisque une formation de diététicien, de psychothérapeute en éducation thérapeutique, mais aussi de groupes de réflexion sur le surpoids qui existent et qui sont très intéressants. Et puis même dans les textes officiels, on trouve dans les textes de la Haute Autorité de Santé le fait par exemple de ne pas proposer de régime où la restriction cognitive serait la base de l'aboutissement de la démarche. Ça existe, simplement il faut les chercher, il faut les lire, les comprendre, les appliquer. Et au jour d'aujourd'hui,
la normalité, ce serait de ne plus proposer de régime. Combien d'années avez-vous mis pour développer ces nouvelles méthodes, pour les comprendre? On va dire que ça fait 20 ans que j'y suis, et si vous me reposez la question dans 20 ans, je vous dirai ça fait 40 ans. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on continue de découvrir, de comprendre au niveau scientifique et puis au niveau personnel. On évolue évidemment tout au long de sa carrière. Pour vous, quelles personnes peuvent venir vous voir? Alors, effectivement, souvent, certains patients viennent me voir, ils n'ont pas de poids en trop, ils me disent, bon, je ne sais pas, presque ils me demandent s'ils ont le droit de venir. C'est pas tellement le fait qu'un patient soit en surpoids ou ait un autre problème qui doivent être l'élément déclencheur. Je crois que toute personne qui est en questionnement par rapport à sa façon de manger peut venir, qu'elle ait un problème déclaré, officiel on va dire, ou pas. Le simple fait qu'elle se pose des questions et qu'elle souhaite avoir des points de repère et l'avis d'un professionnel, à mon avis, est la seule vraie bonne raison. Pour vous, est-ce que vous pensez que le fait d'attendre d'avoir un problème, c'est déjà peut-être trop tard pour le résoudre correctement? Oui, je pense qu'effectivement, le moment où on commence à se poser des questions sur sa façon de faire et sa façon de manger, c'est le début de quelque chose qui n'est pas forcément positif. Si on se pose des questions, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on se pose ces questions. C'est qu'on ne se sent pas forcément en phase avec quelque chose. Et si on ne réagit pas vite par rapport à ça, effectivement, les problèmes vont arriver, vont s'installer et vont éventuellement empirer. Et l'idée, c'est de toute façon de se dire qu'à un moment donné, quand la problématique est très installée, c'est très compliqué d'en sortir. Alors que les patients qui viennent et qui sont en questionnement, et qui souvent me disent « bon, je viens vous voir parce que j'ai 1 ou 2 kilos en trop », mais ils ont surtout beaucoup de questions et potentiellement 1 kilo en trop. La réalité, c'est plutôt ça. Je les vois 2 fois. Ça suffit pour répondre aux questions et leur permettre de repenser autrement leur façon de manger. Alors que c'est évident que le patient qui est dans une problématique beaucoup plus installée et qui va avoir 20 ou 30 kilos en trop et qui a ce problème-là depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est évident qu'en 2 fois, on aura à peine le temps de démarrer. Donc pour vous, vos clients, vous les suivez sur une courte période ou régulièrement, par exemple 1 fois par mois, vous faites un bilan et vous accompagnez les gens? Alors, dans l'idéal, j'essaye de les voir le moins possible. Parce que à partir du moment où je considère faire un travail sur l'autonomie, si je les vois toutes les semaines, je ne vois pas très bien quel travail sur l'autonomie on fait. Donc, les patients que je peux voir peu de fois, tant mieux, je les vois 1 fois, 15 jours ou 1 mois après, pareil, et puis c'est terminé. Et les patients qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus long, parce que la problématique est beaucoup plus ancrée, il faudra des mois certainement pour arriver à vraiment les extraire de cette difficulté et de leurs problèmes avec la nourriture. Au début, ça peut être un suivi tous les 15 jours, parce qu'il faut quand même qu'on démarre et qu'on mette en place des choses, mais assez rapidement, dans la mesure du possible, ce sera un suivi mensuel pour justement tester aussi leur capacité à maintenir dans le temps les choses qui se font et tester l'autonomie acquise au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour la nourriture? Comment savoir si on mange bien et comment bien manger? Alors, le premier conseil, je crois que si j'en avais qu'un, ce serait arrêter les régimes. Alors, arrêter les régimes, quels qu'ils soient. Ça, c'est vraiment le premier conseil, parce que tant que c'est vécu, en tout cas, comme un régime, ça ne peut pas bien se passer. Et pour bien manger, je pense que 90% de la réponse, et des fois plus, elle est en vous, elle est dans chaque personne. Il ne faut pas oublier que ma profession finalement est assez récente. L'humanité a vécu sans diététicien, sans savoir ce que c'était que les vitamines, sans rien savoir. Et finalement, le bon sens, l'instinct, toutes ces choses-là qui sont innées chez nous ont permis à l'humanité de traverser les siècles et les siècles. Et donc au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que sans professionnel de la nutrition, personne ne va y arriver. Et c'est une erreur énorme parce que ça prive les gens
de leur capacité personnelle à pouvoir trouver leur propre chemin en allant chercher au fond d'eux-mêmes. Pour vous, est-ce que les compléments alimentaires sont des choses bonnes ou mauvaises? Alors, les compléments alimentaires ne sont pas fondamentalement des choses problématiques ou mauvaises. La vraie difficulté va consister à pouvoir évaluer la pertinence de tel ou tel complément alimentaire. C'est-à-dire qu'un complément alimentaire qui est donné à tort, évidemment, ne va rien faire, alors que quelquefois, effectivement, par exemple, dans mon quotidien, je peux me rendre compte que compte tenu des habitudes alimentaires de la personne, il y a des grosses carences en certaines vitamines. Ça peut être intéressant pendant 15 jours, un mois, de supplémenter avec ces vitamines-là pour relancer correctement le fonctionnement normal et le métabolisme. Dites-moi, si par exemple, demain je prends rendez-vous avec vous, comment ça va se passer? Alors, il n'y a pas de trame prédéfinie, puisque par définition, je m'adapte toujours à la personne. L'idée, c'est de proposer un moule à la personne et non pas de la faire rentrer dans un moule préétabli. Donc, il n'y a pas forcément de choses prévisibles. Toujours est-il que dans cet état d'esprit-là, les patients qui viennent me voir, j'ai envie de dire, peuvent s'attendre à ce que ils soient acteurs autant que moi, on soit ensemble à définir des objectifs, à définir un projet thérapeutique, on va dire pour eux, et en tout cas peuvent s'attendre à ce qu'on parle d'eux, parce que je ne peux pas aider une personne si je ne la connais pas un minimum. Donc il n'est pas question de faire des thérapies à proprement parler, même si j'ai un diplôme de psychothérapeute, je laisse ce travail aux psychologues qui font ça très très bien. Mais bon, la qualité d'écoute qui en découle me permet effectivement d'établir une écoute et un dialogue particulier ensemble, et on va construire ensemble quelque chose. Merci Christophe Remy d'avoir répondu à mes questions. Les gens pourront trouver votre adresse dans la description de la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt et à une prochaine. Merci Rémi, à bientôt.